Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de la semaine au Parlement. Et comme chaque semaine, nous vous proposons un débat entre un député et un sénateur. Cette semaine, nous accueillons Olga Givernet, bonjour. Bonjour. Députée Ensemble de la République de l'Ain, ancienne ministre de l'Énergie sous Michel Barnier. Vous débattez avec Alexandre Ouizil, bonjour. Et vous êtes sénateur socialiste de l'Oise. Et vous débattrez tous les deux du budget, et notamment du budget de la sécurité sociale que la majorité de droite sénatoriale a adopté cette semaine. Mais les députés et les sénateurs ont échoué à trouver un compromis sur ce texte qui repart donc à l'Assemblée nationale. Et puis que penser de la méthode de Sébastien Lecornu? En pleine période budgétaire, le Premier ministre a annoncé des consultations des parlementaires et l'organisation de débats à l'Assemblée sur certaines priorités comme la défense et l'énergie. Mais d'abord, une réaction à ce vote jeudi soir de l'Assemblée nationale, un vote en première lecture. L'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi de la France insoumise. Elle prévoit la nationalisation des usines françaises d'ArcelorMittal. ArcelorMittal qui avait annoncé au printemps dernier un vaste plan social. Question à vous, Olga Givernet. Le gouvernement et le bloc central étaient contre cette proposition de loi. Mais est-ce que finalement la nationalisation, ce n'est pas le seul moyen de garder nos usines en France et donc nos emplois ? Non, la nationalisation n'est pas le moyen et nous l'avons expliqué pendant les débats. Nous sommes contre, évidemment. ArcelorMittal a à faire face à un contexte et un marché international qui est très difficile. Nous le savons, nous le soutenons. Et nous avons une autre méthode qui est de pouvoir soutenir l'investissement pour avoir une entreprise qui soit performante sur le marché international. La nationalisation, ce serait que remettre de l'argent des Français dans une entreprise qui, aujourd'hui, doit trouver les solutions pour se sortir de la difficulté. Moi, ce que je déplore, c'est une proposition de loi qui vient de LFI, pas de surprise, mais que le RN, le Rassemblement national, s'abstienne dessus pour se dire, en fait, le parti des ouvriers. Moi, je pense que c'est irresponsable de la part de certains partis. Et puis Alexandre Ouizil, quand même, cette nationalisation d'ArcelorMittal, ça coûterait 3 milliards d'euros à l'État. Alors première question, est-ce qu'on en a les moyens? Et est-ce que la nationalisation, c'est vraiment la solution pour redonner de la compétitivité à l'acier français, qui est en perte de vitesse, notamment face à l'acier chinois, qui est bon marché et qui s'importe très bien en Europe? Écoutez, il faut qu'on revienne au point de départ de ce qu'est la stratégie de Mittal en Europe depuis des années. En fait, contrairement à ce que vous dites, un industriel qu'on soutiendrait et qui ferait des investissements florissants en Europe, la réalité de ce qu'est Mittal aujourd'hui, et vous le savez très bien, c'est un désengagement progressif de tous les États européens. Ça a déjà eu lieu en Belgique, ils sous-investissent depuis des années en France, les salariés le savent, ça a été documenté en CSE, il n'y a pas de surprise sur ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, on est face à un industriel dont la stratégie est de délocaliser hors d'Europe vers des pays à bas coût, alors que même l'entreprise, en fait, réalise des profits aujourd'hui, Mittal au niveau mondial, pour augmenter encore cette part de profit. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait face à ça? C'est ça la question qui nous est posée. Est-ce qu'on veut qu'il y ait des aciéries en Europe? Est-ce qu'on considère que l'acier de haute qualité et de précision qui est fait à Dunkerque, qui permet de faire fonctionner nos centrales nucléaires, est-ce qu'on veut que cet acier-là, il soit fabriqué en Europe toujours ou pas? Est-ce qu'on considère que l'acier est un sujet suffisamment important pour se dire qu'on ne veut pas à nouveau être en dépendance absolue vis-à-vis des Chinois? Donc là, il y a quand même une question fondamentale qui se pose et qui appelle la nationalisation. Il y a aussi la décarbonation qui se pose et ArcelorMittal n'a pas rempli ses obligations. D'autant plus que l'État a abondé pour pouvoir justement qu'il puisse changer ses fours et puis qu'il puisse se décarboner. Donc si ArcelorMittal veut vraiment se délocaliser, je pense qu'il aurait à rendre beaucoup d'argent à l'État et je crois qu'ils doivent avoir ça en tête également. Donc c'est plutôt un partenariat qu'il faut faire, trouver les conditions d'un maintien et je suis d'accord, pour avoir notre souveraineté industrielle, nous devons maintenir nos activités industrielles sur le sol français et en Europe. Allez, on va parler du budget de la sécurité sociale adopté par le Sénat et profondément remanié. Cécile Sixou. Mercredi, sans surprise, le Sénat a adopté sa version remaniée du budget de la sécurité sociale avec une majorité claire. Pour 196, contre 119. Le Sénat a adopté. La copie votée réécrit complètement celle des députés. Le Sénat ramène notamment le déficit de la sécurité sociale à 17 milliards d'euros, bien moins que les 24 milliards d'euros votés à l'Assemblée. Notre priorité au Sénat, ça a été de ramener ce déficit à quelque chose de beaucoup plus raisonnable dans un contexte qui est difficile pour la France, avec des emprunts qui sont les plus hauts de la zone euro. Donc nous sommes les plus mauvais élèves en quelque sorte, donc il faut faire des efforts. Et pour faire ces efforts, évidemment, nous avons posé des mesures difficiles.
Parmi les mesures difficiles, la surtaxe sur les mutuelles, mais aussi le gel des prestations sociales et des pensions de retraite supérieures à 1 400 €. La droite sénatoriale a également voté 12 heures de travail annuel supplémentaires. Elle a surtout rejeté la suspension de la réforme des retraites voulue par la gauche. En fin de compte, il ne reste plus rien des avancées sociales qui ont été négociées à l'Assemblée nationale dans le cadre du PLFSS. Je le regrette, la droite sénatoriale se radicalise. Dans la foulée, mercredi soir, une commission mixte paritaire avec 7 députés et 7 sénateurs s'est réunie, mais n'a pas trouvé d'accord. On a pris acte que les deux versions, en première lecture, on n'est qu'en première lecture, des deux chambres présentaient des points de divergence tels qu'on ne pouvait pas arriver à un texte de compromis. Le texte va donc reprendre la direction du Palais Bourbon pour une nouvelle lecture, puis il reviendra à la Haute Assemblée, mais là, pas sûr, vu les délais, que les sénateurs engagent une nouvelle discussion. Quand ça va revenir au Sénat, il y a des fortes chances pour que nous, on fasse une question préalable, c'est-à-dire qu'on ne discute pas de budget et que ça termine comme ça. Le rejet plutôt que la discussion, les sénateurs savent que leur version du budget de la sécurité sociale a trop peu de chances d'être adoptée. Alexandre Ouizil, on comprend qu'il n'y a pas d'accord et qu'il n'y aura vraisemblablement pas d'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur ce budget de la sécurité sociale. On est quand même loin de l'entente politique qui est recherchée entre les forces politiques de droite et du centre et les forces politiques de gauche pour donner ce budget au pays. Ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé au Sénat est vraiment on n'a servi à rien au Sénat. Moi, je le dis avec beaucoup de regrets et je l'ai dit à Bruno Retailleau dans les débats. En fait, qu'ont fait les LR au Sénat ? Ils ont rétabli leur budget LR comme d'habitude. Comme si on n'était pas dans la situation politique qui était la nôtre, comme si on n'avait pas essayé de trouver des points de contact pour essayer de donner un budget au pays. Donc ils ont rétabli le budget LR classique, il n'y avait rien de plus classique dans ce qu'ils ont fait, et donc à la fin, les LR, ils ont voté leur budget. Donc si vous voulez, au lieu de servir de point de travail dans la discussion et que le Sénat soit utile à la République dans le moment, en fait, on s'est retrouvé avec une commission mixte paritaire qui ne pouvait que constater un désaccord, puisque, évidemment, le Sénat n'a pas joué son rôle de tenter de trouver quelque chose. Et puis, j'entends maintenant ça sur la forme et sur la manière, et puis sur le fond. J'entendais la rapporteure sur le budget de la sécurité sociale dire il faut que tout le monde fasse des efforts avec une logique très doloriste qu'elle a eue pendant tous les débats. Je veux dire aussi que le Sénat a supprimé la CSG patrimoine qui avait été créée à l'Assemblée, donc des efforts sur les pensions et les prestations sociales, mais pas d'efforts sur ceux qui vivent essentiellement de revenus du patrimoine. Soyons sérieux, on n'est pas du tout dans le cadre d'un compromis. Il faut que tout le monde fasse des efforts, dit la rapporteure au Sénat, et pourtant... Sauf les LR. Alors, est-ce que vous comprenez cette position des LR, les anciens alliés du bloc central, qui refusent tout compromis avec la gauche ? Leur position, c'est simplement, effectivement, de ne pas aider le gouvernement dans sa volonté de consensus avec le PS. Donc, ils ont fait une position au Sénat radicale, qui a fait que, de toute manière, ça a bloqué toute convergence possible. Et finalement, on va dire peut-être que c'est pas plus mal. L'Assemblée aura de toute manière le dernier mot. C'est juste dommage que le Sénat a choisi de faire une méthode de posture et nous aurons à redébattre et nous aurons aussi peut-être à refaire des efforts. En tout cas, il va y avoir un système d'entonnoir. Nous sommes en deuxième lecture. Donc première lecture, chacun joue sa partition. Ok, le Sénat l'a fait. Deuxième lecture, là, il va falloir vraiment prendre ses responsabilités. Nous avons une semaine jusqu'à dimanche pour avoir des débats. Nous souhaitons nous, au groupe Ensemble pour la République, de pouvoir l'accompagner au mieux, évidemment, si on n'a pas de nouvelles surprises dans ce qui peut être demandé en termes d'amendements. Pardon. Et un mot sur ce qu'a dit Hervé Marseille, le président du groupe centriste, que vous avez vu à l'image. En fait, ce que dit Hervé Marseille quand il dit question préalable, c'est qu'il veut que ça aille très vite en dernière lecture à l'Assemblée nationale, puisque en fait, il sait que la mauvaise comédie, ça ne sert à rien de la faire deux fois. Donc c'est en fait ça qu'il est en train de dire. Quand il dit rejet préalable, c'est parce qu'il sait qu'il faut qu'il y ait une lecture dans chaque chambre, potentiellement, et donc ensuite que ça termine à l'Assemblée nationale pour le dernier mot de l'Assemblée nationale. Voilà en fait ce qu'il y a derrière ce qu'il est en train de dire. Donc parlons de ces enjeux du débat à l'Assemblée nationale sur ce budget de la sécurité sociale. On le rappelle, le Sénat a rejeté la suspension de la réforme des retraites, qui était une mesure de compromis entre les socialistes et le gouvernement de Sébastien Lecornu. Alexandre Ouizil, vous êtes confiant sur le fait qu'au final, dans la copie du budget, il y aura cette mesure, cette suspension de la réforme des retraites ? C'est l'acte par lequel les socialistes ont consenti de rentrer en débat, malgré le fait que pour la troisième fois, on leur nommait un Premier ministre du bloc central. Enfin, je veux dire, rendez-vous compte, je ne mets même pas ça dans la discussion. Pour moi, c'est évident, c'est quelque chose... peut-être il faudra poser ma question de l'autre côté du banc, mais pour moi, les choses, elles sont évidentes. Le sujet, c'est quoi ? Le sujet, c'est est-ce que les acquis qui ont été obtenus en partie 1 et en partie 2,
qui nous ont, nous, poussé sur le PLFSS à pouvoir voter la partie recette du PLFSS, est-ce que ces enjeux-là et ces points-là se retrouveront ou est-ce qu'il va y avoir une volonté de détricotage ? Évidemment, s'il y a détricotage, il n'y aura pas de PLFSS pour les socialistes, pour que les choses elles soient claires, que les choses elles soient... Non mais il faut quand même dire les choses aux gens. Soit ce qui a été obtenu à l'Assemblée en première lecture, la CSG patrimoine, la réforme des retraites, le dégel des prestations et donc ce qui a été obtenu, ce qui ressortait des débats s'y retrouve et dans ce cas-là, il y a des bonnes raisons de faire passer ce PLFSS, soit elles n'y sont pas et il n'y a pas de bonnes raisons de le faire passer. La clé dépend aussi du vote du Bloc central qui s'est abstenu lorsque la suspension de la réforme des retraites était discutée. Est-ce que si cette suspension de la réforme est maintenue dans le texte final du budget de la Sécu, vous votez ou pas ? Écoutez, comme on l'a dit, il y a plein d'autres mesures où il faut trouver l'équilibre de tout cela. Donc oui, nous souhaitons aider, soutenir. On sait que le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est le point dur, puisque en fait, sur le budget, il y a une possibilité de loi spéciale, mais ce n'est pas le cas sur la sécurité sociale. Donc il y a eu des débats au sein de notre groupe. Nous laissons la possibilité d'avoir encore des débats au gré des amendements qui seront votés. Mais l'objectif, c'est de quand même pouvoir atterrir sur un budget de la sécurité sociale, ce qui redessinerait un chemin politique ensuite pour toutes les réformes que pourrait porter Sébastien Lecornu par la suite, et notamment sur l'énergie, je tiens à le dire, puisqu'il a fait une annonce quand même cette semaine, où il voulait retravailler sur la baisse de l'énergie. On va en parler de ces débats annoncés par Sébastien Lecornu, mais sur le budget de la sécurité sociale, quelle est votre intention ? Est-ce que vous acceptez tout ce qui a été voté en première lecture à l'Assemblée et ce qu'Alexandre Ouizil appelle des acquis de la gauche sur ce texte, ou est-ce que vous voulez les détricoter ? La question, en fait, c'est déjà ce qui a été acquis, évidemment, ce qui a été aussi mis de côté. Je rappelle que la taxe Zuckman n'aura pas la possibilité de revenir. Dans le budget de l'État. Mais en fait, on va aussi regarder la question aussi de l'équilibre qui va pouvoir se faire sur la suite des débats sur le PLF. Donc moi, je ne veux pas m'avancer là pour le moment, et non plus au sein de notre groupe, vous le savez, ça se décide toujours sur une réunion de groupe, juste avant le vote final, quand on regarde la copie globale de ce qui se fait. Donc, encore une fois, nous sommes positifs, nous voulons aider, nous voulons soutenir la possibilité d'avoir un budget de la sécurité sociale. C'est important, notamment pour baisser le déficit. Le sort de ce budget de la Sécu dépend notamment de ce que va faire le Bloc central. Est-ce qu'un compromis est possible entre Bloc central et socialistes lors de cette dernière lecture ? Ce que j'ai vu sur le PLFSS, je ne dirais pas la même chose sur le PLF, et on parlera du PLF, du projet de loi de finances, à mon avis, plus tard. Mais sur le PLFSS, sur ce qui s'est passé en première lecture, il y a eu en effet la construction à l'Assemblée nationale de quelque chose qui ressemble à une possibilité de compromis qui a amené le vote pour des socialistes sur la partie recette. Donc, si cet esprit-là, sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, est maintenu, se retrouve, alors évidemment, sur ce texte, il y a un chemin. Et alors, on le rappelle, le Sénat a commencé, après l'adoption du budget de la sécurité sociale, le Sénat a commencé l'examen du budget de l'État, le projet de loi de finances. Si on se projette un petit peu dans le mois de décembre, Alexandre Ouizil, mathématiquement, la solution pour que ce budget de l'État passe à l'Assemblée, ce serait l'abstention de la gauche, notamment l'abstention des socialistes. À quelles conditions les socialistes pourraient s'abstenir sur ce budget de l'État ? Écoutez, d'abord, c'est l'abstention il faut quand même le dire pour que les gens aient bien les choses en tête, c'est l'abstention des socialistes, des Verts et des communistes qu'il faut obtenir. Donc l'abstention de 3 groupes politiques de gauche. Donc il faut parler à tous ces groupes politiques. Je note, vous êtes ancien ministre de l'Énergie, notons que sur ce budget, l'énergie n'est pas bien traitée. Je vois opiner, donc vous êtes d'accord avec moi que sur ce budget... Nous voulons travailler à améliorer pour les Français... C'est une manière positive de le dire, mais vous dites la même chose que moi. Donc il y a tout un tas de questions environnementales qui ne sont pas du tout traitées par ce budget. Il y a tout un tas de questions. Donc l'abstention, elle est, à mon avis, à rechercher avec ces 3 groupes politiques. Et c'est un point qui est essentiel. Maintenant, sur le fond, moi, mes inquiétudes, je les partage avec vous sur ce budget, sur ce qui arrive. Autant sur la sécurité sociale, il y a eu la volonté de trouver des compromis. Autant, je trouve que sur la question du budget, vous êtes sans compromis avec nous. Justement. Non mais alors allez-y si vous voulez. Justement, je vous en prie, c'est la question du prochain débat, puisque le Premier ministre, lui, veut croire qu'il y a encore un espoir d'adopter ce budget. Il propose une nouvelle méthode, des débats sur des thèmes importants, stratégiques de ce budget, pour tenter de réunir des majorités. Stéphanie Despierres.
La France aura-t-elle un budget à Noël? À quoi pourrait-il ressembler? Beaucoup de questions sans réponse et un casse-tête politique. Depuis Matignon lundi, le Premier ministre donne quelques indices. Pas d'ordonnance, dit-il, pas de loi spéciale pour l'instant, mais une nouvelle méthode, de nouvelles consultations des partis. De ces discussions, petit à petit, le gouvernement n'exclut pas de les verser à des votes, à des débats spécifiques à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui pourraient donner lieu à des votes ad hoc pour permettre justement de créer ce cadre de compromis pour l'avenir. Objectif, rendre concret des compromis sur plusieurs fronts. Le déficit, la réforme de l'État, l'énergie, l'agriculture ou encore la sécurité. Encore faudra-t-il trouver une majorité. Le Parti socialiste veut y croire. Je suis toujours partant pour le débat, parce que je crois que ce serait une folie que de refuser que le Parlement joue son rôle. Je souhaite que nous puissions y arriver et je pense que nous allons y arriver. Existe-t-il une voie de passage? Les députés sont renvoyés à leurs responsabilités, mais dans les couloirs du Palais Bourbon, la méthode Lecornu peine à séduire. S'ils commencent à découper le budget en tranches, en morceaux, etc., ça veut dire qu'à la fin, ils ont dans l'idée de faire passer une loi spéciale. Il fait perdre du temps au pays et donc il doit partir le plus vite possible. Et notamment pour faire aussi échouer un budget qui est d'une cruauté absolument inouïe. Nul ne sait encore si le locataire de Matignon parviendra à matérialiser un consensus. Le premier débat thématique consacré à la défense est prévu le 10 décembre. Olga Givernet, juste avant de revenir sur cette méthode de Sébastien Lecornu, un peu étrange d'organiser des débats à la fin de l'année en pleine période budgétaire, juste sur le budget de l'État, quelles mesures sociales vous êtes prêts au sein du Bloc central à donner à la gauche pour qu'il s'abstienne et fasse passer ce budget et donne un budget à la France ? Pour le budget ? Pour le budget de l'État. Je pense que ça ne va pas s'arrêter ici. Je pense qu'il faut regarder encore une fois ce qui va pouvoir se passer. On rappelle que ce budget, il n'est pas passé, donc il va falloir refaire tout le processus. Mais je crois simplement qu'il faut maintenir les discussions. Il faut maintenir les discussions aussi avec le Sénat et de voir comment ça pourra évoluer par la suite. Mais je vous dirais, pour le budget, je pense que le chemin est beaucoup plus étroit et heureusement qu'on a cette possibilité de loi spéciale, ce qui n'empêchera pas d'avoir une nouvelle fois une discussion budgétaire en début d'année, évidemment. Et sur cette méthode de Sébastien Lecornu, d'organiser des débats sur la défense, sur l'énergie, en pleine urgence budgétaire à la fin de l'année, c'est un peu étrange. Je trouve que c'est intéressant d'isoler certains sujets qui tiennent à cœur. L'énergie me tient à cœur et je crois qu'on n'a pas encore réussi à trouver la bonne équation pour faire enfin baisser durablement le prix de l'énergie. Ça a commencé, déjà moins 15% au mois de février. Les prix de marché baissent. Ce serait incompréhensible pour les Français de ne pas avoir une baisse sur les factures. Ça doit pouvoir se matérialiser aussi dans des décisions budgétaires et donc de fiscalité. Alexandre Ouizil, même s'il y a des votes à l'issue de ces différents débats, il n'y aura pas d'avancée législative finalement. Est-ce que ça sert à quelque chose pour vous, ces différents débats proposés par Sébastien Lecornu en pleine période budgétaire? Bon, on peut débattre de l'avenir du pays, c'est toujours intéressant. Je ne veux pas dire le contraire. La question, c'est que la priorité, elle n'est pas là. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'il y ait des débats qui soient organisés. Et on participera au débat, on ne l'a jamais fui. Au contraire, ce sont des sujets qui nous intéressent et qui nous préoccupent. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. La réalité, c'est que l'urgence, c'est quand même à la question budgétaire. Je pense qu'on peut tous en être conscients et partager ça. Je vous entendais dire il y a quelques instants, le chemin est plus étroit pour le budget, c'est clair. C'est clair que pour nous, aujourd'hui, le budget, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est satisfaisant dans le budget. En fait, après le rejet, puis ce qu'on va faire au Sénat, où à mon avis les LR vont être sur la même logique de pure posture, de rétablissement de leur budget classique, à mon avis, on va se retrouver avec quelque chose qui va être de très... Je vais juste au bout parce que je pense que c'est vraiment important. Mais je vous dis aussi que l'idée de dire on repousse en janvier en se disant que on aura les socialistes à petit feu n'est pas non plus une bonne idée. Je pense pas que ce soit l'idée. Je pense qu'il y a vraiment un calendrier. Je vous dis aussi que si c'est ça l'idée, ça ne se passera pas comme ça. C'est pas forcément l'idée, mais effectivement, on a un calendrier contraint et on s'est mis deux autres contraintes. C'est pas de 49.3. Et pas d'ordonnance. Mais du coup, c'est pas prioritaire, ces débats en plein, alors qu'on se demande comment ce budget va pouvoir passer. C'est quand même des débats avec vote. C'est souvent qu'on propose des débats et donc on peut les faire plus tard. Sur la question de la défense, je pense que pour
engager et notamment sensibiliser le fait qu'il faut sacraliser ce budget de défense, et notamment dans le budget, je pense que c'est bien de pouvoir sortir la thématique. Effectivement, avec ce débat sur la défense organisé à l'Assemblée nationale, et puis aussi dans le contexte de la création du service national, création annoncée jeudi par Emmanuel Macron, un service militaire volontaire. C'est une bonne idée, Alexandre Ouizil, ce service ? Franchement, c'est très difficile de se prononcer. Parce que vous avez un président de la République qui n'informe absolument personne, qui, à mon avis, a des difficultés à accepter d'être un personnage secondaire de ce qui est en train de se dérouler, qui tout d'un coup improvise quelque chose. Honnêtement, je ne sais pas vous, nous les parlementaires, on l'a appris à la télé. Enfin, c'est quand même ça l'histoire de ce truc. Enfin, il faut être sérieux, on parle de défense. On parle d'un sujet extrêmement important. Nous, on est prêts à tout regarder sur ces sujets-là. Je rappelle que la priorité absolue, c'est quand même d'exécuter cette loi de programmation militaire. Je rappelle que dans le cadre de la stratégie de défense du pays, il y a 26 000 jeunes aujourd'hui qui s'engagent dans les armées, du brevet à Bac+5 avec des postes. Je rappelle que dans le cadre de cette loi de programmation militaire, il y a l'idée de doubler la réserve nationale. Donc comment ce que propose le président comme ça, balancé au milieu de la table sans que personne ne soit au courant de rien, s'inscrit dans ce cadre-là. Donc nous, on est prêts à discuter de la chose militaire parce que le lien entre la défense et l'armée et la population, dans le moment que nous traversons, est essentiel, est important. Mais franchement, je ne sais pas vous, moi, on l'a appris comme ça. Alors vous avez réagi à ces annonces ? Les questions sont légitimes. On en parlait entre nous. Moi, je suis coprésidente du groupe d'études industrie de défense, donc c'était plutôt sur la partie industrie, mais quand même, la question des moyens humains qui sont mis à disposition de nos armées interrogeait beaucoup, donc c'était des discussions. Il y a cette proposition, et je trouve ça légitime qu'on puisse répondre aux questions par nous-mêmes, par les débats et le cadrage que l'on veut donner. Si on alloue des moyens financiers, évidemment, quelle est l'action qui est proposée finalement aux Français pour démontrer que nous montons en compétence sur le sujet. Donc créer des vocations, c'est nécessaire. Il y avait avant le service national universel, le SNU, qui était sur format très restreint. Là, on crante une fois de plus pour avoir quelque chose de militarisé, mais toujours sur la base du volontariat. Non, moi j'ai quand même, juste une question, mais quand même qui est une curiosité pour comprendre le niveau de déconnexion du président de la République. Vous l'avez appris comme nous à la télé ou pas ? Non, c'est des discussions que nous avons déjà et au sein de la commission défense et dans les groupes de travail. Donc à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui doit prendre une décision. Alors peut-être que votre groupe n'a pas été consulté particulièrement au Sénat. Je ne sais pas si vous êtes à la commission défense ou si vous aviez identifié. Mais moi, je sais que les commissaires très impliqués sur le sujet, qui connaissent d'ores et déjà la volonté d'avoir cette loi de programmation et de monter en compétences, avaient mis ce sujet sur la table. Alors en tout cas, le Premier ministre Sébastien Lecornu veut créer davantage de consensus au sein des parlementaires en organisant ces débats avec vote sur ses priorités pour le pays. Mais est-ce que vous pensez, Alexandre Ouizil, que ça va vraiment permettre de résoudre notre crise politique actuelle et que l'erreur initiale de Sébastien Lecornu, ce n'est pas d'avoir renoncé au 49.3 ? D'ailleurs, François Hollande, l'ancien président de la République, dit qu'il ne faut pas se priver du 49.3 en cette fin d'année. Écoutez, moi je ne suis pas constitutionnaliste, je suis parti socialiste, pas parti des constitutionnalistes. Donc ce qui m'intéresse à la fin, je vous avoue, au-delà des questions de procédure, c'est ce qu'il y a dans le budget. Donc les débats sur 40... C'est le PS qui demandait l'abandon du 49.3. Je suis d'accord, même si vous savez, au sein de chez nous, ça a pu provoquer un certain nombre de discussions entre les uns et les autres, vous le rappelez, et que ça a eu quand même des effets extrêmement bénéfiques sur le débat, sur le fait qu'il y a eu un débat parlementaire. On a retrouvé des gens en séance qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Bon, bref, tout ça a malgré tout permis d'avoir un débat de qualité. La question, c'est juste, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. En fait, je veux dire que ça passe par... la modalité de passage, elle est secondaire par rapport à la question du fond. Est-ce que l'école, l'écologie, l'environnement, l'énergie seront sacrifiés pour ne pas mettre à contribution les plus riches de ce pays. C'est ça, moi, ma question. C'est ça que je regarde dans ce budget. Donc, j'attends de savoir ce qui sortira des débats. Et à la réalité, si ces sujets sont traités, a priori, tout ça, il n'y aura même pas besoin, puisqu'il pourrait y avoir une abstention des uns et des autres qui fera faire passer ce budget. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le sénateur, la modalité de passage, peu importe la modalité de passage, du moment qu'on vote quelque chose à la fin Non, pas quelque chose à la fin, quelque chose de précis. Enfin, quelque chose de précis, mais quitte un budget de compromis. Un budget de compromis avec la gauche. Quitte à prendre un budget passé par un 49.3 de compromis, comme on dit. Si à 49.3, du coup, il n'y a plus de vote, mais ça veut dire qu'il peut potentiellement y avoir entente sur la copie finale qui est présentée au 49.3. Moi, c'est la question que je pose, puisque François Hollande l'a évoqué à un moment donné. Le Premier ministre est dans une situation délicate. Si il a dit pas de 49.3 et que finalement, ceux qui l'avaient demandé en premier pourraient se dire c'est peut-être
peut-être la meilleure façon d'atterrir sur une copie qui nous conviendrait. Donc les Français ne vont plus comprendre. Il faudra nous expliquer si, dans ce cas-là, et si cette nouvelle voie de passage est ouverte, comment est-ce qu'on l'explique aux Français? Parce que c'est compliqué. On s'est enlevé des outils de convergence. Ça a amené tous les débats, les heures de débat que nous avons pu faire. On est arrivé là. Moi, je pense qu'il faut surtout rien s'empêcher. Mais les stop and go, les allers-retours qu'on pouvait sur lesquels nous étions accablés au niveau du gouvernement ou de la majorité, on se rend compte également que les oppositions elles-mêmes ne sont pas capables de converger. Donc vraiment, une réponse il va falloir céder les uns les autres. Non, mais en fait, si vous voulez, nous, le sujet, c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Notre sujet premier, c'est est-ce qu'il y a les éléments d'un compromis sur la table? Que vous parlez de 49.3, de quoi que ce soit, je veux dire, s'il n'y a pas les éléments de compromis, 49.3, ça ne passera pas. En fait, c'est juste ça. La question, c'est 49.3, abstention de tous les groupes de gauche, où les solutions, elles sont diverses. Tout le monde les connaît, tout le monde les a à peu près en tête autour de la table. S'il n'y a pas d'élément d'un compromis, ce qui est le point de départ sur le budget, et aujourd'hui, il n'existe pas, alors on aura un problème, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce débat. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure.